En Iran, 12e jour de protestation nocturne. La répression se durcit. La police a averti ces dernières heures qu'elle agirait, je cite, avec toute sa force face aux manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini. C'était il y a 12 jours, après son arrestation par la police des mœurs. Avec nous pour en parler, Shahla Shafik, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Vous êtes sociologue, écrivaine en exil en France, exilée politique depuis 1982, 3 ans après la révolution islamique. Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, collection Fonctions dérivées, c'est aux éditions X. Voici votre dernier ouvrage. Avec nous également Ahmad Salamatian, bienvenue à vous également sur TV5 Monde. Vous avez été secrétaire d'État aux affaires étrangères en Iran, ancien député, ex-compagnon de route du tout premier président de la République islamique d'Iran, exilé en France depuis 1981. Shahla Shafik, la première question est pour vous. La révolte de ces jeunes Iraniennes et Iraniens, pas seulement jeunes d'ailleurs, on l'a vu, est-ce qu'elle peut faire plier ce régime ? Je pense que cette révolte qui vient après tant d'autres des formes d'action, de protestation qui s'accumulent depuis ces plus de 40 ans d'arrivée de la République islamique, ça, c'est une page qui est tournée. Il y a un avant et il y a un après. Si vous voulez, je ne peux pas prédire si ça va vraiment faire fondre ce pouvoir islamiste, mais en même temps, je sais que ce pouvoir est ébranlé. Et c'est une preuve, au vu de tout le monde, de la brutalité de cet ordre moral. Pour vous, c'est un aveu de faiblesse, cette répression ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, tant que M. Raïssi était à New York pour les Nations Unies, le président iranien, les gens faisaient, les forces d'ordre faisaient attention et ils ne voulaient pas un scandale de plus. Mais maintenant qu'il est revenu, et malheureusement, les États démocratiques n'ont pas bien, ça veut dire en fait, ne l'ont pas interpellé. Sur la répression, il vient et nous attendions que ce soit moi-même, je pensais que ça va être plus durci et ils le disent maintenant. Et j'espère qu'il n'y aura pas plus de morts. D'après les gens qui m'écrivent, de toute façon, il y a beaucoup. Le chiffre doit être plus grand. Mais il y a toujours une sous-estimation. Ouais. Ahmad Salamatian, pourquoi c'est la mort de cette jeune femme qui a mis le feu aux poudres? Enfin, pourquoi, on le comprend, mais pourquoi ça prend une telle ampleur? Vous savez, le problème de la femme, essayez de le mettre sous le carcan d'une pression religieuse et la vitalité d'une société féminine qui prend de plus en plus de la place dans les différentes artères de la société, ça crée tel anachronisme, une telle opposition, que je dis, les chevaux de la femme devient matière explosive pour le pouvoir islamique. Vous parlez d'une révolution féminine aujourd'hui ? Je parle beaucoup plus d'une révolution féminine qui ne peut pas rester uniquement dans les problèmes de féminisme. D'une certaine manière, c'est une révolution féminine parce que c'est culturel, c'est sociétal, ça traverse les familles, les personnes dans tout leur être. De l'autre côté, l'Iran est tellement fermé, encadré, embrigadé dans les tensions géopolitiques que le problème de la femme, ces lignes de foulard, 1 centimètre, c'est comme les lignes de fracture tellurique qui existent sous la ville de Téhéran. Il accumule une telle force sociale, sociétale, culturelle au sein de la société que le pouvoir de bigotisme n'arrive pas à gérer et ce pouvoir est de plus en plus menacé dans ses fonds de conscience de la société. Mais plus menacé, vous dites, mais ce qu'on a du mal à comprendre, Ahmad Salamatian, c'est comment un pays, quoi qu'on pense de son régime, puissance culturelle, technologique, scientifique, au seuil d'avoir le nucléaire, comment peut-il encore être doté d'une police des mœurs ? Même l'Arabie Saoudite l'a aboli. C'est justement ça l'anachronisme. Le pouvoir islamique sur tout ce qui est militaire, il prétend avoir une technologie d'avancée et il est traité comme une menace dans ce domaine, mais aussitôt qu'il s'agit des problèmes de l'évolution de la société et la tolérance et de gérer ce problème de la jeunesse, des femmes
et la place qu'ils cherchent. La société iranienne au Moyen-Orient, sur le plan de développement sociétal et culturel, c'est la société la plus avancée, permettez-moi de dire. Justement, c'est vrai, il y a Shahla Shafik, un décalage abyssal entre ce pouvoir et la population. Oui, moi je pense que le problème réside dans l'idéologie que porte ce pouvoir. Si vous voulez, le nucléaire, ils le veulent pour exporter leur idéologie. Ils ne le veulent pas pour le bien du pays. Et ça, la population le sait maintenant. Et ça apporte tout ce qu'ils ont fait. Ils ont ruiné le pays. Économiquement, ça va très mal. Et les femmes, si vous voulez, pourquoi maintenant le slogan central de cette manifestation, c'est la liberté. Femme, vie, liberté. Femme, vie, liberté. Pourquoi ? Parce qu'on est face à un régime mortifère, face à un ordre mortifère qui veut étouffer la vie pour faire rentrer dans le cadre idéologique la vie de tous les jours. C'est pas possible. Et cette guerre continue depuis plus de 40 ans. De l'autre côté, pourquoi la femme et vie se sont associées dans ce slogan ? Parce que la colonne vertébrale de cet ordre répressif islamiste, c'est la discrimination envers les femmes. Ils veulent dominer les femmes et par la domination des femmes, ils veulent dominer l'homme. À la tête de la hiérarchie qu'ils ont construite, c'est le leader suprême religieux. Il ne faut pas oublier. Donc la répression des femmes, ça devient le point central de la répression de toute la population. Et d'où cette association de toutes les classes sociales. C'est-à-dire pour la première fois dans cette révolte, on voit les gens de toutes les générations, de toutes les classes sociales, les hommes et les femmes, autour de la question de la liberté. Et la liberté est représentée par la fin de la discrimination. Ce n'est pas seulement des classes occidentalisées, entre guillemets, aisées. Ahmed Salamatian, ce n'est pas la première fois, vous l'avez dit. Remontons simplement à 2009, le printemps vert, 2017, 2019, plus de 300 morts selon Amnesty International. Là, on voit des femmes qui se coupent les cheveux, on voit des scènes peut-être qu'on n'avait jamais vues. Sur quoi ça peut déboucher, selon vous ? On sent quand même une impuissance. Hélas, il n'y a pas de leader qui peut... Et ce régime ne veut pas discuter, d'ailleurs. Ce régime est à la fois forte et à la fois faible. Sa force vient des contradictions qui se sont accumulées, justement, le bégaiement de l'histoire qui n'arrive pas à se prononcer. Ce que l'histoire sociétale iranienne exige, c'est la fin de carcan qui est tombé sous le pays, sous le label de la révolution islamique. On cherchait la liberté, on avait une utopie et l'utopie est devenue cauchemar. La société iranienne cherche de sortir de ça, mais le mouvement actuel, qui est un mouvement jeune, féminin, malheureusement, n'a pas de guide politique, n'a pas de structuration même. Il a des faits politiques incontestables. Le mouvement actuel, une de ses forces, c'est que c'est multiple. Les réunions pour manifester à travers l'Iran n'ont jamais été aussi nombreuses, aussi diverses, dans les points les plus reculé du pays. À Téhéran, ce n'est plus la classe moyenne qui vient dans les lieux historiques de contestation. Chaque quartier est devenu le lieu. Les manifestants, les meneurs, se réunissent avec les moyens technologiques les plus modernes. Malgré le blackout sur l'Internet, c'est la localisation des taxis et des centres, des petites carrefour de la ville qui fait, donc je dis, c'est ce mélange de modernité, de force sociale et absence jusqu'à là, ça va produire sa direction politique. Mais jusqu'à là, je ne vois pas les signes. Alors cette police des mœurs, elle n'est pas nouvelle, mais c'est vrai que depuis l'accession d'un président conservateur par rapport au précédent Rouhani, c'est vrai qu'elle harcèle les femmes et les jeunes femmes devant les centres commerciaux, on le disait encore hier. Vous n'êtes pas théologienne, mais tout de même, ce qui dépasse aussi l'entendement, c'est que de la part de ce régime, en principe, l'islam est comme toutes les religions monothéistes ou autres, il faut qu'il y ait une démarche personnelle, le rapport à Dieu, le rapport à la religion. Comment ce régime peut-il se permettre de contraindre à ce point-là, avec une police dédiée, une police qui serait là, l'interface entre le fidèle et Dieu?
Comment elle peut l'accepter? Oui, mais c'est une très bonne question. Ça veut dire, en fait, il ne s'agit pas d'une pratique religieuse. Il ne faut pas mélanger. C'est une idéologie. Il ne faut pas confondre l'islam, la pratique religieuse et l'islamisme. Dans la langue française, on peut très bien, peut-être en anglais, c'est plus difficile de faire cette distinction. Mais ici, il s'agit les Iraniennes et les Iraniens qui manifestent sont des ennemis de la révolution, islamique. Dès le début, c'est pas avec M. Raïssi. Il ne faut pas oublier que le premier groupe social qui a défié ce régime, c'était les femmes. Après l'appel de Khomeini au voile, au port de voile. Et c'était des milliers de femmes dans la rue. Après, il y a eu plein d'actions. Il y a eu toujours dans la rue, tous les jours, avec leur police de morse. Ils ont changé un vocabulaire. Ils ont changé le vocabulaire. Ils ont idéologisé tous les codes religieux. Par exemple, djihad. Ils l'ont mis à toutes les sauces pour dire on fait une djihad culturelle. Et par exemple, cette police de morse, on l'appelle ici police de morse, mais en fait, ils le disent la patrouille de conduite morale, d'appel à l'ordre moral. Vous savez, ils ont changé tous les vocabulaires, ils ont pris les concepts religieux, ils en ont fait des codes idéologiques et ils ont créé des moyens et des institutions de répression avec une armée idéologique qui aujourd'hui confronte les jeunes et les moins jeunes aux mains nues. C'est ça. Le peuple iranien est encerclé. Et pacifique. Internet est coupé. Il faudrait que l'Occident, ça veut dire en fait la France par exemple, qui dit que par rapport à ces revendications de droits humains, fasse pression. À New York, ça ne s'est pas passé. Nous sommes désolés. Vous demandez plus de pression. Juste une dernière question, il nous reste vraiment quelques secondes. Est-ce que vous êtes inquiet? Dites-moi oui ou non. L'Iran a bombardé des zones kurdes et des opposants exilés en Irak qui sont accusés de soutenir ce mouvement de contestation. 7 morts, 28 blessés. L'Irak va convoquer l'ambassadeur iranien en poste à Bagdad. Est-ce qu'il y a un risque d'engrenage? Entre l'Iran et l'Irak, actuellement, non. Mais il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans. Les Iraniens ont bombardé les forces kurdes qui étaient en Irak. Et permettez-moi de vous dire, Mahsa était kurde, mais les mouvements politiques kurdes ne sont pas la fer de lance de la contestation actuelle. Mais le pouvoir iranien veut créer, comme il y avait une menace pour l'unité nationale et la main d'étrangers, pour, vous savez, l'Iran, la République islamique, les acteurs de la République islamique, depuis le début de la révolution, avec l'affaire des otages américains, ont pris la prise en otage de la société et du monde, et la prise en otage même des terminologies et des sens des mots. Merci Cette beaucoup. prise d'otage, ça existe malheureusement. Merci beaucoup à vous, Ahmed Salamatian. Merci, Shahla Shafik, de nous avoir éclairé, d'avoir témoigné sur notre plateau.